Rebonsoir. J'espère que vous avez apprécié le film autant que moi. On va avoir l'occasion d'en discuter. Pour en parler, je vais appeler Samuel Ekomol, qui est le producteur du film. Je l'invite à nous rejoindre sur scène. You can come on stage. On peut l'applaudir bien fort. Donc il est producteur, mais également activiste, issu de la communauté Turkana, qui est à l'honneur dans ce film. You can sit down. Thank you so much. J'appelle également, puisque le thème ce soir est équité climatique, femmes en première ligne, deux femmes qui viennent de deux pays différents. Aminata Draman Traoré, qui est venue du Mali, qui est ancienne ministre de la Culture au Mali et qui est également universitaire, qui est également activiste. J'invite à me rejoindre sur scène. Et pour compléter le panel, Luisa Cavalcante, qui vient du Brésil, de la région du Nord-Est, la région du Pernambuco, qui est agricultrice, activiste, féministe et aussi afro-écologiste, pour l'afro-agriculture. Voilà, elle nous en dira plus sur son travail. Merci beaucoup pour votre présence. L'idée, c'est vraiment qu'on échange à la fois sur le film, mais également sur les enjeux tels qu'ils se présentent dans d'autres territoires. Thank you so much, Samuel, for being here. Merci beaucoup, Samuel, d'être ici. Tout d'abord, j'aimerais savoir quelle a été l'idée à l'origine de ce film. Qu'est-ce qui vous a inspiré? C'est un processus qui a duré 4 ans de documentation de la vie de cette communauté. D'où est-ce que c'est parti? Alors, le film il m'a fallu à peu près 4 ans pour réaliser ce film. Et pendant la première année, nous avons consacré la moitié de l'année à renforcer la confiance avec la communauté et à nous assurer le plus de collaboration possible de la part de la communauté, mais aussi avec l'équipe de production. Et cela nous a permis de nous placer sous les meilleurs auspices pour pouvoir lancer le processus. Et la raison pour laquelle nous avons choisi cette histoire, c'est parce que moi, je suis moi-même issue de la communauté présentée dans le film. Moses, tout comme moi, il vient d'un village voisin et il est à la tête d'un mouvement activiste de la jeunesse. Et d'habitude, on travaille avec lui, avec les jeunes et les femmes. Nous avons trouvé que cette communauté était forte d'une culture traditionnelle unique qui est en voie d'extinction à cause de plusieurs facteurs, notamment et en particulier à cause du changement climatique, des politiques gouvernementales, mais aussi des conflits entre les différentes populations, des conflits tribaux. Donc le fait que cette population soit en voie d'extinction, qu'elle risque de disparaître d'ici les 20 prochaines années, puisqu'on oublie les cultures et on finit par épouser la vie moderne. Et donc nous avons voulu soulever ces questions, travailler ensemble pour pouvoir vraiment faire une percée et illustrer la situation de cette communauté face à ces dangers imminents. Merci beaucoup. Comment est-ce que votre communauté a réagi au film? Qu'en ont-ils pensé? Comment ont-ils vécu le fait de se voir à l'écran? Et comment ont-ils vécu le fait que leur extinction soit prévue d'ici les 20 prochaines années? Eh bien, c'était une première pour eux de se voir sur un grand écran
et de se voir représentés dans les pays du monde entier, à l'autre bout de la planète, c'était un privilège pour eux, dans le même temps, de voir que leurs problèmes sont compris, sont en train d'être compris par les populations du reste du monde, avec des visions différentes. Et cela leur a donné de l'espoir. Un espoir que peut-être, après cette étape-là, leur vie, leur quotidien pourra être amélioré. Ou peut-être même que ça va leur permettre de vivre une vie meilleure, parce que leur quotidien actuel, il n'est pas durable sur le long terme. Il est appelé à s'éteindre, ce quotidien. Merci beaucoup. J'ouvre le débat pour les femmes qui sont présentes. Pour commencer, avant de vous donner la parole, je voulais citer deux écoféministes qui sont notables. Vandana Shiva, qui est indienne, qui dit que l'exploitation de la terre-mère et l'exploitation des femmes ont beaucoup de points communs. Les deux sont des formes de violence. Et je voulais citer également Wangari Maathai, qui dit « La nature, en tant que femme, a été violée. Et nous, les femmes, nous subissons les conséquences de ces violations incessantes de la nature ». Et donc pour ce panel, je souhaitais mettre en lumière la manière dont les femmes étaient affectées par le changement climatique en invitant deux femmes. Je vais commencer par vous, Aminata Traoré. Est-ce que vous pourriez nous dire de quelle manière, dans votre travail, vous sentez les effets de ce changement climatique sur les femmes qui sont autour de vous et peut-être sur vous-même en tant que femme africaine ? Merci Urokaya. Bonsoir tout le monde. Nous sommes au cœur d'une situation qui, de mon point de vue, aurait dû bénéficier de la plus grande attention de la part de nous-mêmes, des décideurs, mais aussi, disons, tous ceux qui s'intéressent à la situation de ce qu'on appelle le Sud global, dont l'une des douleurs se situe à ce niveau. Moi, je suis sahélienne, malienne, dans un contexte aujourd'hui de guerre. Ce que le Mali évoque quand on dit Mali et d'autres pays du Sahel, c'est d'abord les questions que le discours dominant a décidé de mettre sur la table, c'est-à-dire le terrorisme, la question migratoire. Et quand on pense aux femmes africaines, c'est d'abord leur ventre, la démographie, l'importance de la jeunesse, qui, au lieu d'être perçue comme une richesse, est considérée comme une menace. Bon, toutes ces questions, vous les connaissez. Mais comment se fait-il que une réalité, cette crise, c'est une crise existentielle, c'est des hommes qui disparaissent, des communautés qui disparaissent, qui se débrouillent seuls, chacun de son côté, parce qu'il s'est passé des choses. Il y a eu et on se souvient, les années 70 et 80, la grande mobilisation, We Are the World, qu'est-ce qu'on n'a pas fait au sujet de la sécheresse, de la désertification, mais c'est resté lettre morte. Et en ce moment, moi, ce qui me chagrine, ce qui me fait mal, c'est que quand on commence à égrener les causes des maux de l'Afrique subsaharienne, et délibérément, on occulte cette dimension, alors que les séquelles des grandes sécheresses des années 70 et 80 sont à l'origine des crises que nous traversons aujourd'hui. Ce qu'on appelle les djihadistes, en tout cas pour ceux qui sont de cette région, une bonne partie de ceux qui prennent les armes aujourd'hui sont des victimes de cette situation qu'on n'a pas pris au sérieux. Donc, comme le but du film, c'est-à-dire ceux qui sont dans cette situation dramatique, espèrent que les images peuvent contribuer
et peut-être à impulser le débat sur cette situation, à regarder de plus près ce qu'elles vivent. Mais malheureusement, parce que je suis nuit et jour, je me pose des questions sur finalement qu'est-ce qui compte le plus pour nous et dans l'imaginaire politique des gens du monde, dans le regard de l'Afrique sur elle-même, qu'est-ce qui compte. Mais malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas la question du climat. Merci beaucoup. Louisa Cavalcante, vous êtes agricultrice et vous travaillez sur la reconnexion avec des savoirs ancestraux qui ont été, avec lesquels les populations brésiliennes et afro-brésiliennes ont été coupées du fait de la colonisation. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce travail et de la manière dont ce travail présente une forme de résistance par rapport aux incidences du changement climatique ? So, good evening. Ce travail eh bien, ceci est en lien avec ce que la camarade a dit quant à la jeunesse. Quand les personnes essayent de chercher, par le biais de l'africologie, le soin de la nature, cette jeunesse est nécessaire, cette jeunesse est importante pour que les gens puissent obtenir du changement, parce qu'il puisse y avoir une suite, un suivi dans la transformation sociale, le soin, la nature, la vie. Le changement climatique a formaté nos vies, particulièrement nos vies en tant que femmes paysannes, par le biais la manière dont le capital du grand monde, comment son impact nous parvient. Celui-ci nous parvient pas sous forme de violation directe. Ceci vient par le biais de tromperies envers les communautés, envers la population, en présentant des projets de développement, c'est-à-dire qu'ils nous enlèvent la capacité de nous impliquer directement en tant que communauté. Ils nous enlèvent le droit en tant que peuple de nous organiser pour avoir accès à de l'eau saine, propre, le droit que nous avons d'avoir nos territoires, de pouvoir gérer nos territoires, de pouvoir continuer de planter ce que nous voulons planter, le droit d'avoir nos territoires pour continuer à cultiver et célébrer nos mémoires ancestrales, nos connaissances les plus anciennes. Et donc, ces changements arrivent jusqu'à nous sous ces formes-là de violation et de perte de droits. Et donc, nous nous demandons, mais en fin de compte, qui bénéficie de tout ceci? Pourquoi est-ce que les peuples dits développés, qui ont tant d'argent, pourquoi ceux-ci ne pensent pas ou ne repensent-ils pas à cette mise en œuvre de leur capital et aux impacts du capital et de leurs capitaux dans nos communautés, qui sont des communautés noires? Ce sont des peuples noirs afrodescendants à qui on nie leurs droits, tout autant en Afrique que dans les Amériques et particulièrement au Brésil. Ce sont des peuples autochtones. Nous sommes les peuples originaires. Selon les Nations Unies, 80% des déplacés climatiques sont des femmes. Elles ploient de manière disproportionnée sous le poids de ces variations climatiques. Elles sont souvent les premières à en ressentir les effets dévastateurs, notamment des catastrophes naturelles, mais pas uniquement. Et elles subissent aussi des conséquences disproportionnées, notamment en matière de santé reproductive et de sécurité alimentaire. Aminata Traoré, on sait que vous êtes beaucoup engagée pour justement remettre au centre de la carte la production locale malienne. Est-ce que vous pourriez parler de cette initiative? Et vous-même, Louisa Cavalcante, vous êtes agricultrice, vous dites que vous faites de l'afro-agriculture. Est-ce que vous pourriez également nous en parler? Je vais demander d'abord à Aminata Traoré de nous parler de ce qu'elle fait depuis une trentaine d'années, je crois maintenant, à Bamako. Le micro. Moi, j'ai l'intime conviction que les femmes, elles ne font pas partie de la solution, elles sont la solution. Si on se donnait la peine d'inscrire l'analyse de la situation dans une approche systémique, le local et le global.
ce que je constate, les pertes de connaissances et de faute de réflexion sur nous-mêmes, qui sommes-nous, que sommes-nous devenus dans le cadre de le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Dans ces zones, moi je me suis mise à... J'aimais ça. Je me suis dit qu'il ne suffit pas de... Ce combat nécessite aussi de la créativité. Bon, je me suis investi dans la transformation des produits locaux et la construction en matériaux locaux et la nourriture, tout ce qui a tendance à disparaître parce que remplacé par les pâtes importées, les sandwichs, les gens vont jusqu'à mettre la banane plantain dans du pain, se nourrir avec ça. Et les maladies, les femmes, bien entendu, sont confrontées à cette réalité, mais les gens sont maintenus dans une ignorance crasse du lien entre la dégradation de l'environnement, tout ce qui se perd, et ce que nous devenons, parce qu'il y a une substitution de biens importés à ce que nous devrions pouvoir transformer localement pour vivre en bonne santé. Les gens ne savent pas. Alors, les images qui nous viennent de l'extérieur, je crois qu'en Amérique latine, tout se débat sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne vie, qu'est-ce que c'est qu'une vie. Et bon, c'est Buena Bibir. Bon, au niveau du mouvement social mondial, on avait eu ces débats-là. Qu'est-ce qu'on donne aux gens à voir et à consommer aujourd'hui pour être en conformité avec leur cadre de vie, leur environnement? Un pays comme le Niger, mais aussi le nord du Mali, et même tout ce qu'on pouvait trouver dans l'environnement immédiat pour fabriquer de belles nattes, il y a énormément de belles choses qui sont en train de disparaître du fait du réchauffement climatique, mais aussi de la substitution de produits importés à ce que nous consommons. Donc, on est dans un double dilemme, et il y a la violence du système a un impact considérable sur les écosystèmes, mais aussi le monde devenu, disons, un gigantesque marché inondé par des biens, pas nécessairement des biens de qualité, et amène les gens à s'approprier des solutions qui sont en fait qui nous posent plus de problèmes qu'autre chose. Une bonne partie des maladies, les maux de ventre, qu'il s'agisse des enfants, des femmes elles-mêmes et toute la famille, découlent aujourd'hui du fait que les gens ne savent même pas ce qu'il faut manger. Et je crois qu'il y a certaines études qui établissent qu'une bonne partie des pays du Sud, notamment l'Afrique, les décès, les maladies et les décès liés au sucre, à l'huile, et tout ce que nous allons devoir ingurgiter, et précisément parce que nous ne pouvons plus vivre de l'agriculture, nous ne pouvons plus vivre de l'élevage. Et si vous voyez les images des grandes sécheresses, ce que devient le bétail, je ne vais pas... Bon, la situation parle d'elle-même, je n'ai pas besoin de la décrire, mais pour ce qui est des femmes, la division sexuelle des tâches veut que de toute façon ce soit elles qui prennent en charge les biens dont, disons, les gens ont besoin, surtout l'eau. Il faut aller chercher de l'eau. Les hommes peuvent être impliqués dans la quête de l'eau quand les puits s'achèvent et qu'il faut aller chercher l'eau plus loin. Ils peuvent aller en charrette. À partir de ce moment-là, ils s'impliquent. Mais au jour le jour, c'est entouré des enfants. C'est les femmes qui doivent aller chercher l'eau, la nourriture, les soins de santé, liés au fait que la disparition du couvert végétal et de ce dont les gens ont besoin pour vivre décemment dans ces zones-là. Louisa, vous entendez Aminata dire à quel point les produits locaux, les savoirs ancestraux en termes de fabrication de denrées alimentaires se sont perdus et finalement qu'il y a une appétence plus grande pour les produits industriels, les produits importés, et que finalement les personnes perdent un peu le goût pour des produits qui pourtant leur faisaient du bien. Vous, en tant qu'agricultrice, comment vous travaillez justement pour reconnecter les populations de 2024 à des savoirs qui datent de plusieurs siècles ? C'est une très bonne question.
nous avons fait un travail, donc un travail. Donc un travail à long terme qui est fait. Les sites agroécologiques font ce travail de recevoir d'autres personnes, particulièrement des jeunes, pour pouvoir mettre en valeur le travail de la terre, planter des aliments, manger ces aliments, les transformer et également les distribuer. Ceci est quelque chose qui est extrêmement important pour pouvoir donner du poids à ces changements. Ça, c'est un premier aspect. D'un autre côté, il y a les sphères agroécologiques, donc amener vers les espaces agroécologiques pour que les gens aient accès à ces marchés qui distribuent les produits agroécologiques. Et c'est quelque chose, parce que comme le décrivait Aminata Traoré, c'est la même chose chez nous. Et donc des grands supermarchés qui existent absolument partout, à chaque coin, tels que les églises. Celles-ci émergent. Donc à chaque coin de rue, une église et un supermarché. Et ceci retire les marchés communs, des marchés publics qui sont des espaces merveilleux. Moi, j'ai vu que dans la ville, même ici, il y avait différents produits qui étaient vendus dans les rues, des aliments, des vêtements. Et là, les personnes ont ces expériences et nous essayons de renforcer ces marchés locaux puisque c'est une manière de soutenir d'affronter cette industrie qui transforme tout. Le fast-food de la vie est très souvent, nous recevons des jeunes qui ne savent même plus comment planter des haricots ou comment le haricot naît et pousse. D'où viennent ces haricots? Et donc, nous leur montrons tout le processus. Alors voilà, la petite semence qui pousse avec d'abord la petite feuille. En plus, il faut le sécher ou non. La manière dont celui-ci est ensuite transformé et mis jusqu'à la table. C'est une toute autre relation avec la nature que nous proposons de réapprendre. Ce n'est pas facile, mais c'est un processus très beau et très fort. Et c'est un lieu ce sont des espaces qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin d'investissement, afin que nous puissions continuer à cultiver. Une autre initiative que nous menons est de dire que ceux qui vivent dans les zones urbaines et qui n'ont pas de terre et d'espace, quelque espace que ce soit le balcon de la maison ou un petit coin de cuisine, sont des lieux qui permettent de cultiver et qu'on peut, même dans un seul verre, dans une petite tasse, on peut déjà faire pousser des aliments. Et donc, même que tout soit rempli de ciment, il est possible de mettre une petite caisse avec de la terre et de faire pousser des choses, et qu'il faut faire pousser des fruits, des légumes et voir comment les choses poussent et de les mettre ensuite à sécher, les transformer. Et donc, il est important de travailler ces concepts, de fortifier ces expériences qui sont pour nous très importantes. Et c'est la manière que nous avons concrètement de nous confronter à ces industries. Merci beaucoup, Samuel. In your film, you speak about. Dans votre film, Samuel, vous parlez de la nature. Vous dites que la nature est en colère contre vous, contre votre comportement. Vous dites que les humains doivent arrêter de fâcher l'esprit de la nature. Et donc, ma question est, quels sont les outils auxquels vous avez réfléchi afin de vous assurer que les esprits de la nature ne soient plus en colère? Et y a-t-il quelque chose qui est fait pour reconnecter votre peuple à cette réalité, à leur mode de vie qui était plus en harmonie avec la nature avant? Merci beaucoup. En ce qui concerne la colère de la nature envers la communauté, eh bien, c'est quelque chose qui contribue à ce qui se passe maintenant au sein de la communauté et dans toute la région. Pour commencer, avec les politiques gouvernementales, les communautés ont l'habitude de travailler de manière libre, de se déplacer, d'avoir la libre circulation avec leur bétail. C'était le transhumanisme, mais maintenant, le gouvernement
Et les gouvernements sont limités, les migrations sont limitées et tout est limité. La communication même est limitée. La communication avec les ancêtres est également limitée. Il n'y a plus les mêmes rituels de paix avec la nature et avec les ancêtres en raison des politiques gouvernementales. Je vais vous donner un exemple. Il y a longtemps, dans notre village, les ancêtres voulaient apaiser la nature et appeler à la pluie à venir. Et ceci était habituellement mené sous forme d'offrandes avec de la viande rôtie, mais les politiques gouvernementales ont restreint toutes ces activités. Ils ont dit que c'était de la sorcellerie ou une incitation aux jeunes à aller faire des actes inadéquats. Et donc, il y avait énormément de pression et de répression. Et donc, la communauté a cru que, suite à ces attitudes, leur nature est fâchée avec elles et eux. Et ils croient que le changement climatique est la suite de la colère de la nature. Et la deuxième chose concerne la civilisation. Parce qu'à un certain moment, ils ont cru qu'ils n'allaient plus être en mesure de continuer à élever leur bétail comme ils le faisaient avant en raison du manque d'espace, en raison des frontières. Et donc, ils ont dû changer leur mode de vie, chanter leur manière de vivre, accueillir le changement. Mais ceci est bien difficile à faire puisqu'ils ne savent pas où commencer. Et donc, c'est vraiment une question à laquelle il faut réfléchir collectivement. Mais en ce qui me concerne, en tant que personne membre de cette communauté, eh bien, je crois que la meilleure manière de reconnecter les peuples avec la nature est de leur donner leur liberté et de les écouter, d'écouter leur dynamique et leur donner suffisamment d'espace pour pouvoir apaiser la nature. Parce que, à ce moment précis, certains d'entre eux ont perdu complètement cette connexion avec la nature. Et ces personnes sont perçues comme des personnes marginalisées. Elles ont perdu leur connexion avec la communauté et n'ont plus d'appartenance. Et donc, il est positif et il serait bon qu'en tant que peuple, en tant qu'humanité, d'écouter ces personnes, d'écouter l'appel de ce film et de pouvoir recréer ces liens de la meilleure manière possible afin de pouvoir changer la narrative et changer les dynamiques. C'est une question pour vous trois. Le film montre à quel point les effets de la sécheresse créent du conflit, créent de la division et poussent les populations à se confronter, les anciens voisins, à devenir des ennemis. Aminata, tout à l'heure, vous avez évoqué la manière dont on parle d'insécurité, comment dire, on perçoit l'immigration comme un danger, on met même les populations en danger. Qu'est-ce que vous percevez dans vos environnements? C'est une question vraiment pour vous trois, hein, dans vos environnements quotidiens, en termes de conflits qui pourraient être résolus simplement par le respect enfin, je ne sais pas si la nature est le bon terme, mais en tout cas le respect de l'environnement, tout simplement. Moi, je me dis que il s'est passé ces dernières décennies des changements considérables, quoi. Les existences sont bouleversées et par des choix économiques et politiques qui nous dépassent tous et à tous les niveaux. En tout cas, les citoyens ordinaires subissent des décisions qui disent que ce qui est important aujourd'hui, c'est la concurrence. La concurrence, on est mis en compétition partout, tous les uns contre les autres, y compris dans ces communautés-là. Et donc, les villages, les voisins, on a connu, moi, ma génération, on a connu des formes de solidarité au niveau local qui permettaient aux gens de faire l'économie de certains types de conflits. Il n'y a pas de société sans conflit, mais on avait les moyens de les résoudre. C'est vrai que ces sacrifices, il y a des choses qui apaisent et qui permettent aux gens de vivre ensemble. Mais moi, je pars du fait que l'environnement, tout ce dont nous parlons ici, c'est la question des communs.
qu'est-ce qui nous appartient à tous et la gouvernance des communs. Et comment poser cette question maintenant sous cet angle, dire aux gens si, parce qu'il y a un véritable divorce entre les décideurs politiques et ceux qui ils sont censés représenter. Et si moi, en tout cas, je me dis que si je ne dis pas qu'il y a une meilleure façon de résoudre, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a une lueur d'espoir si nous posons à tous les niveaux, les communautés rurales, les quartiers pauvres, les villes, qu'est-ce qui nous est arrivé et pourquoi ce système capitaliste qui a infiltré les moindres interstices de nos sociétés et pousse les gens à s'entretuer. En fait, moi, j'ai une expérience des villes, les quartiers pauvres. J'ai décidé de m'installer dans un quartier défavorisé que j'ai transformé avec les habitants. Mais je sais ce que pensent les gens. Et parce que d'un côté, les gens ont envie de s'impliquer, de prendre en charge, planter des arbres, les protéger. Mais dans le même temps, les gens se disent, mais qu'est-ce que ça m'apporte, puisque par ailleurs, surtout au niveau le plus élevé, ceux qui sont censés le faire ne le font pas. Et surtout, mais la question au Rokhaya, c'est que tout le monde dit, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne en protégeant la nature? Et les femmes entre elles, il y avait des formes de prise en charge du travail dans l'agriculture et dans la transformation des aliments. Entre femmes, il y a des formes de solidarité extraordinaires qui permettaient de faire l'économie des conflits. Maintenant, on y arrive difficilement parce que tout le monde galère, tout le monde court, mais surtout parce qu'on a mis dans la tête de chacun que le plus important, c'est le bien posséder et le bien consommer. Les femmes sont prises à ce piège-là. Donc, développer, penser l'alternative en termes d'écoféminisme et d'écologie, c'est l'inscrire dans les mutations qui sont en cours, les images qui nous parviennent, ces images que nous consommons. Tout ce il n'y a pas un seul pays africain aujourd'hui où les gouvernements ne fournissent pas d'efforts en termes de transformation des produits locaux. Donc, les femmes s'organisent, constituent des associations et elles font sécher les produits et pour les conserver. Et en cas de difficulté, en tout cas, il y a quelque chose, il y a une économie dans ce domaine-là. Mais ce que je constate, c'est que tous ces produits transformés par les femmes, qu'il s'agisse du poisson, qu'il s'agisse du fonio ou bien des boissons, ceux qui les incitent à s'organiser sur cette base ne consomment pas ce qu'elles produisent. Il n'y a pas de marché pour les produits écologiquement sains et qui devraient constituer un marché, notre marché, au lieu d'attendre que... vous voyez ce marché, mais il suffit d'allumer votre télévision pour voir la pub, mais l'alcool coule à flot et les cubes magie, tout ce qui tue bénéficie les images servent d'abord les industriels, ces produits qui sont destinés, c'est un peu partout. Hein. Et c'est ce que nous consommons, en termes d'alimentation et le lien avec les maladies, c'est connu, mais c'est particulièrement grave dans nos pays où la concurrence, les médias dominants et même les médias locaux vivent de la publicité de ces produits. Donc, écologiquement, vous ne pouvez pas avoir de marché parce qu'il n'y a pas de discours sur les bienfaits de ces produits. Et il y a quelqu'un qui va applaudir. Vous pouvez. Hein. J'ai entendu des petits applaudissements. Et vous, Louisa, j'imagine que vous constatez également la manière dont ces publicités influencent les goûts des consommateurs et des consommatrices. Donc, j'aimerais bien vous entendre à ce sujet-là, mais aussi vous entendre sur les éventuels conflits que génère cette difficulté à accéder à de bons produits et à des produits sains. Au Brésil, les conflits
sont un peu différents de ceux qui ont été montrés dans le film. Au Brésil, les conflits viennent d'en haut. Ce sont ceux qui ont le pouvoir de prendre les décisions, de dicter les lois, de les appliquer, qui dirigent la police directement et les milices aussi. Eh bien, ce sont les personnes à l'origine des conflits. Ce sont ces personnes-là qui tuent les femmes, qui tuent les jeunes, qui tuent nos peuples traditionnels, les peuples autochtones. Nous sommes en train de subir cela. Et c'est une très grande violence, tant dans la campagne que dans les villes. Et les droits sont foulés du pied, sont violés. La police, qui devrait nous protéger, eh bien, c'est aussi la police qui nous tue. C'est la police qui devrait veiller à être juste. Eh bien, c'est la police qui est à l'origine de ces injustices. Aujourd'hui, être noir, surtout si vous êtes jeune, que vous soyez un homme ou une femme ou autre, au Brésil, ça représente un risque. Nous, qui sommes mères, on n'endort plus la nuit parce que nous avons peur. Nous vivons avec cette peur au ventre, une peur éternelle de voir nos enfants, nos petits-enfants. Je suis déjà grand-mère d'une petite fille de 12 ans. Nous avons peur de les voir prendre une balle perdue. Ça n'existe pas une balle perdue, mais une balle qui les atteint. Nous avons peur que la police les attrape. Et donc les conflits, ils sont ailleurs dans mon pays. Ils sont dans les entreprises multinationales qui arrivent au Brésil dans l'objectif d'implanter ce développement. Ces multinationales font miroiter des richesses inatteignables. Ils proposent du travail qui n'existe pas. Ils nous volent notre terre. Ils violent nos corps de femmes. Ces entreprises, elles polluent nos eaux, notre jeunesse. On nous empêche d'être humains. Et ces conflits, ils doivent cesser. Ces conflits, ils arrivent dans nos propres jardins et ils construisent des tours sous couvert de besoin de fournir une énergie nouvelle. Tout le monde dit qu'au Brésil, on n'a pas besoin de ce type d'énergie-là. Nous sommes déjà autosuffisants en termes d'énergie. Mais aujourd'hui, nous avons des parcs, c'est ce qu'on appelle des parcs énergétiques. Et c'est une violation sans nom. Alors nous, quand on pense au mot parc, on pense à un endroit où on peut aller profiter de la nature avec les familles. Aujourd'hui, les maires disent qu'un des grands plaisirs qu'ils ont, c'est de s'occuper des parcs. Et les parcs sont essentiels. Ce sont des espaces de vie, des espaces du bien-être, d'échange, de rencontres, pour aller jouer des jeux d'échecs, de dames, jouer avec les enfants. Eh bien, ce sont dans ces espaces que les multinationales arrivent dans le projet d'installer des nouveaux parcs, des parcs de la mort. Ils utilisent des espaces gigantesques. Imaginez ça. Imaginez un espace grand comme 4 fois ce théâtre pour implanter des bases, pour installer des tours. Ces tours de transmission d'énergie éolienne qui sont le fondement de ces sources d'énergie éolienne qui, finalement, détruisent encore plus notre nature et nos vies. Et ça arrive dans notre jardin, sur notre terrain, dans nos maisons. Et ça pollue également nos réserves en eau, les citernes. Et justement, je pensais en regardant votre film à cela. Si vous aviez eu des citernes pour pouvoir utiliser de l'eau lorsque c'était nécessaire.
Les animaux, eux aussi, deviennent fous à cause de cette pollution visuelle de ces éoliennes qui tournent 24 heures sur 24, produisant de l'ombre. Et les animaux s'adaptent à cette nouvelle réalité qui n'a aucun sens. L'eau potable, on n'y a plus accès. Les plantes dont nous savons nous occuper, pour la plupart d'entre nous, pour avoir nos médicaments, notre thé, eh bien, nous n'y avons plus accès parce que ces éoliennes ont des conséquences terribles sur la nature. Et à cause de l'ombre créée par ces éoliennes, ou parfois une pale qui tombe sur des habitations, par exemple, ou sur des plantations. Eh bien, toutes ces installations ont aussi une conséquence sur notre santé. Notez bien un petit film qui s'appelle Vento Agreste, qui raconte une histoire du Pernambuco, dans mon État. Vento Agreste, qui montre exactement toute cette situation que je suis en train de vous dire. Et ce sont des situations qui sont imposées à nos populations noires et autochtones. Des communautés qui subissent ces couloirs éoliens. Eh bien, vous trouvez de part et d'autre de ces couloirs éoliens des communautés autochtones, des activistes de la réforme agricole, les communautés noires, de pêcheurs aussi, qui n'ont plus accès à la mer. Et ça arrive déjà dans l'état du Ceará. Le peuple pêcheur et surtout les femmes sont concernées directement par ce processus. Elles sont empêchées d'accès à la mer et aux rivières. Et les cimetières qui sont sacrés sont eux aussi atteints par ces projets. Ce sont des conflits que nous n'avons pas recherchés, des conflits qui nous sont imposés par eux qui ont traversé les océans. Ce financement, le financement de toutes ces activités de multinationales, aurait pu être attribué à nos populations pour pouvoir améliorer notre quotidien, pour empêcher que nos chefs de tribus ne soient mis en danger. Cela aurait pu empêcher l'extermination de nos peuples autochtones, ou comme la communauté Pataxó et ses leaders, ou comme différentes figures qui souffrent de ces problématiques et qui meurent à cause de cela. Il ne faut pas oublier nos efforts de résistance. Comme on le dit dans le mouvement des droits des femmes, vous pouvez couper, nous on repousse de toute façon. Nous sommes la vie, nous souhaitons vivre. Nous aimerions pouvoir parler d'autres choses avec vous, de choses positives, et pas seulement de ces choses graves. Nous aimerions pouvoir nous asseoir ensemble et parler de choses heureuses et plus de ces conflits. Mais nous sommes en train d'être exterminés. C'est ce qu'il se passe en ce moment. Nous ne sommes pas en train de nous tuer entre nous. Il faut le dire. Samuel, la liberté, c'est ce dont nous avons besoin. C'est le mot, la liberté de vivre, la liberté de vivre de nos territoires, de construire nos propres maisons, de nous occuper de nos animaux, de produire nos propres aliments, de construire nos cercles et de pouvoir reprendre le pouvoir sur la production. C'est une liberté essentielle. Nous savons le faire, mais on nous en empêche. On nous empêche de faire ce qu'on sait faire. On nous empêche d'être heureux. C'est tout ce qu'on souhaite, c'est tout ce qu'on demande.
Samuel, la question de la résistance a été évoquée par Aminata et par Louisa. Dans votre film, on voit des populations qui subissent. On voit aussi cette femme qui est chargée d'essayer d'organiser la paix. Qu'est-ce que vous avez observé comme mode de résistance et comme création, peut-être de quelle créativité votre population, vos camarades, votre famille a organisé pour essayer de résister à ce qui s'abat sur eux? Maybe you can repeat it again in English. Yes, sure. So there is someone who is paid to do that. So, like, Et c'était fait. I'm sure you did. So Aminata et Louisa ont parlé de la résistance des personnes, de nouvelles manières de créer de la nourriture, de nouvelles manières d'exister dans le monde. Et dans le film, nous voyons que votre peuple est confronté à des changements majeurs suite à la sécheresse. Et nous voyons cette femme qui a pour but de nourrir la paix. Et j'aimerais en savoir plus quant à la manière dont les personnes s'organisent pour résister, pour créer de nouvelles solutions, pour confronter le danger de l'extinction, la peur de l'extinction. Est-ce qu'il y a des exemples concrets de résistance? Des idées que les personnes ont eues pour pouvoir s'affronter au changement climatique? Oui. Il y a eu des dynamiques locales que les peuples eux-mêmes essayent de s'organiser, essayent de trouver des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Par exemple, la femme que vous avez vue dans le film qui parle de paix, eh bien, cette personne est une activiste au sein de la communauté pastorale en raison de conflits constants. Les personnes continuent de suivre les pluies. Et puis, finalement, il y a des importants désaccords. Les personnes luttent. Finalement, des vies sont perdues. Et cet activiste essaie de travailler sans relâche pour nourrir la paix dans les communautés. Donc, plutôt que de se focaliser sur le changement climatique, les personnes sont focalisées sur des désaccords, des bagarres, des assassinats mutuels. Et donc, il y a des leaders de communautés, des anciens de nos communautés, qui très souvent organisent des réunions de paix 2 fois par an afin d'éviter d'ultérieures morts dues aux désaccords constants. Quant à la question du changement climatique, en tant que mouvement de la jeunesse, nous avons essayé de empouvoirer les personnes, d'éduquer les personnes quant à l'importance de planter des arbres. Au moment même où nous parlons, il y a des lieux où la température en journée est au-dessus de 40-45 degrés. Et ceci n'est pas soutenable pour les enfants, ce n'est pas soutenable pour les personnes âgées, n'est pas soutenable pour les bébés. Et donc, nous essayons de planter des arbres. Certains pourront pousser, certains vont sécher, certains seront peut-être détruits, mais nous continuons à être confrontés aux défis, au fait que les personnes n'ont pas d'options qui leur permettent de survivre. Donc, plutôt que de couper les arbres pour faire leur vie, ils les vendent pour faire du charbon, pour gagner leur vie. Mais quand le changement climatique les affecte, par exemple quand la sécheresse nous touche, eh bien, le bétail en sera fini. Ils seront laissés avec une unique option, celle de couper les arbres, en fabriquer du charbon et chercher de la nourriture. Il n'y a pas d'emploi. Et donc, certaines des mesures que nous avons mises en place pour nous assurer que les personnes puissent survivre à ces périodes difficiles. Mais ces options sont malheureusement limitées. Nous avons essayé d'impliquer les autorités locales, nous avons essayé d'impliquer les officiers gouvernementaux, mais nos efforts restent futiles. Par exemple, nous avons d'importants forums sur le changement climatique tels que la COP26, la COP25, qui sont habituellement organisés dans des grandes villes, dans des zones urbaines, qui sont adressés au mauvais public. Et parce que nous nous adressons à une population qui est déjà informée, qui savent ce qui se passe. Mais ces personnes
ne sont pas impliqués. Les personnes qui, dans les pays, sont impliquées, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de nouvelles qui leur arrivent, nous n'avons pas d'écran. Et donc, nous n'avons pas d'informations parce que nous vivons dans l'ignorance la plus totale. Mais ce n'est pas vrai. Nous avons besoin d'agir, nous avons besoin d'actions tangibles pour impliquer ces personnes dans la protection de nos richesses naturelles. Nous perdons énormément de choses. Nous ne pouvons pas continuer à retarder ce problème. Et donc, nous, les personnes qui vivons en Europe, ne ressentons pas nécessairement de manière constante l'impact du changement climatique, par exemple dans les températures diurnes. Mais nous ne pouvons pas simplement dormir, nous boucher les oreilles et simplement retarder la solution de ce problème. Nous devons nous poser la question de combien de temps nous pouvons attendre. Et parce qu'une justice retardée est une justice niée. Nous ne pouvons pas nous taire face à l'escalade de violence et l'escalade de ses conséquences. Nous devons faire des choses aussitôt et vite que possible. Des générations entières dépendent de nous, des générations qui méritent une vie décente. Et le résultat de nos efforts, nous avons besoin de protéger la vie des futures générations. Et comme je l'ai dit, nous avons essayé, par le biais de dynamiques locales, de trouver des situations pour s'adapter, pour mitiger l'impact du changement climatique et adapter la situation pour les populations locales. Mais malheureusement, nous n'obtenons pas les bons résultats attendus. Nous avons besoin de soutien supplémentaire afin que ces changements puissent avoir lieu. Merci. C'est le moment d'ouvrir la conversation au public. Donc, je vous propose de vous signaler si vous voulez poser des questions à nos intervenants. Il nous reste une dizaine de minutes. Donc, on vous sera reconnaissant et reconnaissante d'être concise si vous avez des questions à poser pour que on puisse tirer profit au maximum de la parole de nos intervenantes et de notre intervenant. Des micros qui circulent en bas, mais aussi au niveau du balcon. OK. OK, merci. Bonsoir. D'abord, félicitations pour le film et puis pour les personnes qui sont invitées ce soir. Alors ma question s'adresse à vous trois. Cet après-midi, il y avait un film sur le Kenya aussi où on voyait que les Mau Mau sont victimes d'injustice, ils n'ont pas accès à des terres. On sait aussi que les Maasai sont victimes aussi d'injustice puisqu'on les chasse pour faire place nette pour des parcs soi-disant naturels à des multinationales notamment. On fait du greenwashing qui gère ces parcs. Puis on fait du beau tourisme avec notamment des Européens et des Nord-Américains, mais aussi les élites de tout un tas de pays du Sud. Donc il y a ce combat-là. Et puis au Brésil, malgré l'arrivée de Lula, il y a aussi ce genre de phénomène qui se produit. Donc ma question, c'est comment faire pour peser sur les politiques de vos pays, que ce soit au Kenya ou au Brésil. Alors, au Kenya, c'était très clair cet après-midi qu'ils ne faisaient rien. Donc pour qu'ils résistent face aux pressions des multinationales qui sont très fortes. À la fois les multinationales de l'économie industrielle, environnementale, etc., soi-disant les énergies propres aussi, mais les multinationales aussi du tourisme, voire même des droits humains en matière écologique. Ça a été documenté dans un certain nombre de films aussi et de livres, qui, sous prétexte d'amener la bonne parole écologique, tous ne sont pas comme ça, bien sûr, mais certains le seront, des grandes ONG, dénoncées par des militants locaux. Donc, ces multinationales saccagent ce que vous avez dénoncé, c'est-à-dire saccagent un mode de vie, des gens qui sont là depuis des centaines, des milliers d'années. Voilà, la question c'est ça, mais je voulais décrire pour ne pas être ensuite caricaturé ou ramener à, voyez, à quelque chose, voilà, c'est pour être clair, merci. Donc la question c'était donc, je répète, comment vous arrivez à agir avec vos politiques à vous,
au niveau local et national. Merci. Merci. Avant que vous répondiez, je propose qu'on prenne 2 autres questions. Comme ça, vous répondrez aux questions auxquelles vous souhaitez répondre. Et puis, ça me permettra de gagner un petit peu de temps. Merci. Il y a des personnes qui veulent parler là-haut? Non? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Bon, je vous propose de répondre en attendant que... Ah, si, pardon. Merci. Enfin, c'est sans doute redondant ou peut-être pour compléter la réponse que vous pourrez apporter. J'ai assisté la semaine dernière donc, à l'échange sur genre et environnement et on a beaucoup parlé des actions en justice qui étaient intentées par des particuliers soutenus par des ONG pour mettre en cause la responsabilité de l'État, des multinationales en matière d'environnement. Donc pour compléter, parmi les choses qui sont faites au niveau local, est-ce que de votre côté aussi, il y a des choses de ce type qui sont faites? Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on passe la parole à nos intervenants? Oui, une question dans le fond. Non, mais c'est bien d'avoir le micro pour tout le monde. Peut-être pour les 2 personnes femmes ce soir, plus que pour vous, mais ces 10, 20 dernières années, est-ce que vous avez vu une évolution justement de la place de la femme en première ligne ou en deuxième ligne ou en troisième ligne? Est-ce qu'il y a une vraie évolution? Est-ce qu'il y a un rétropédalage en arrière? Voilà, juste un peu votre écho là-dessus. Merci beaucoup. Je vous laisse répondre. Qui veut répondre en premier? Aminata. Je vois que vous avez le micro à la main. Oui, à votre question, moi je pense que ce qu'il faut cultiver davantage, c'est de peuple à peuple. Je ne crois pas aujourd'hui que il y a tellement de similitudes entre nos sociétés. Parce que quand je regarde, moi, le sort des agriculteurs et dans vos sociétés, et je ne peux m'empêcher de penser aux cotonculteurs africains. Le coton, si toute cette question de ce soir, qu'il s'agisse des femmes et des sols, et de la création de richesses, des inégalités, s'il y a un domaine qui parle, moi qui me parle en tout cas, parce que du développement ou de ce qu'il est censé être ou n'est pas censé être, parce que nous, le projet de l'Occident de tout temps, c'est de faire de nous civiliser. C'est un projet civilisationnel qui est à l'œuvre au nom du développement depuis toujours. Ce que nous mangeons, ce que nous portons, ce que nous sommes censés faire, doit contribuer à la création de richesses au nord, produire c'est la question des profits. C'est le profit qui est au cœur de tout ce dont nous parlons aujourd'hui. Parce que ce que nous faisons de l'environnement, ce qui se passe aujourd'hui en matière d'environnement dans nos sociétés, c'est comment tirer le maximum des richesses du sol et du sous-sol et les céder aux grandes entreprises et qui sont avec la complicité de nos propres dirigeants, parce que c'est les mêmes intérêts. Vous entrez en politique, ce n'est pas pour sauver le peuple, c'est pour faire de l'argent. Tout est devenu une marchandise. La démocratie, moi j'ai envie d'y croire, mais j'ai du mal. Donc le développement, j'ai envie d'y croire, mais quand je vois ce que deviennent les pays dits développés aujourd'hui, bon, on se dit peut-être qu'il va falloir poser les questions autrement. Donc ce qui se passe, tout ce que nous faisons, les actions que nous posons au niveau local et au niveau sous-régional, et le dénominateur commun aujourd'hui, c'est qu'on n'agit pas dans l'intérêt des humains. On n'agit pas dans l'intérêt, dans la perspective de préserver les écosystèmes pour les générations futures. Les gens courent à U et à Ja pour survivre, vivre au jour le jour. Donc la question du coton, on a dit à mon pays que l'idéal, le développement passait par des cultures d'exportation. Nous avons exporté le coton, le café, l'arachide,
Et nous avons sacrifié les forêts et précisément pour pouvoir être dans le marché. On nous a dit à nous que pour être dans le marché, puisque nous n'avons pas d'industrie, nous devons vendre ces ressources naturelles. Aujourd'hui, la question, aujourd'hui, ça devient beaucoup plus grave, c'est les ressources énergétiques qui sont en jeu. Nous, ce qui nous pend au nez, c'est que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, la question du Sahel, c'est ça. Quand on vous parle des Sahéliens, des djihadistes, des migrants et tout, posez-vous la question de savoir, mais pourquoi des gens qui vivaient en paix subitement s'entretuent et c'est des guerres sans fin. Mais c'est des guerres de convoitise des ressources naturelles. Du Kenya, d'un bout à l'autre du continent, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est ça qu'il faut dire à nous et qu'il faut dire à vous. Au lieu de vous apeurer, de vous donner l'impression que vous êtes en danger parce qu'il y a les migrants qui vont venir, hein, et voilà, parce qu'il y a trop d'enfants en Afrique, non. Les Africains peuvent vivre de leur richesse, mais à condition que, et d'autres ne considèrent pas qu'ils ont droit à une alimentation saine, que tous les déchets peuvent partir au sud, parce que nous, aujourd'hui, nous vivons de déchets. Tous les déchets, quand je vous parle du coton, j'ai envie de faire court, mais c'est difficile de faire court, puisque le coton qui vient ici est transformé dans des usines ici, et quand il revient chez nous, coûte plus cher, on ne peut pas y accéder. Donc tous vos vêtements, tout ce que vous jetez se retrouve, ça ne va pas dans la poubelle, ça se retrouve aujourd'hui. Nos marchés sont inondés de déchets des pays riches qui font que même si nous voulons industrialiser, nous ne pouvons pas vendre. Les pauvres ne peuvent pas acheter des vêtements neufs, donc il faut acheter des déchets. Donc, en réfléchissant, je me dis, même les humains, on est considérés parce que vous regardez nos villes, chacun se cherche un petit coin pour vendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il vend? Ce n'est jamais des biens transformés localement. C'est toujours quelque chose qui vient de l'extérieur et ce n'est jamais des choses de qualité qui puissent nous permettre de vivre. Donc, pas de bonne santé, pas de nourriture comme il faut. Vous n'êtes même pas conscient du fait que ce que vous portez, ce que vous consommez, crée des richesses ailleurs et vous rend malade. Donc les femmes, le lien avec qu'est-ce que les femmes font dans tout ça? Est-ce que les femmes ont conscience de cela? Je ne crois pas. Ce que je vois en ce moment, au nom d'une certaine libération, et on donne l'impression, en tout cas aux Africaines, aux femmes noires, que s'émanciper, se libérer, c'est de devenir blanche. Voilà, donc de dos, vous ne reconnaîtrez pas une blanche et une non blanche. Et ce marché aujourd'hui, il y a un marché gigantesque de produits, de transformation des Africaines, et que les Africaines même veulent ça par-dessus tout. Exister aujourd'hui, c'est devenir autre que ce que tu es censé être dans ta peau, dans ta tête, dans tes cheveux de noir. Donc moi, le combat à mener aujourd'hui, libérer les Africaines aujourd'hui, ce n'est pas l'égalité avec les hommes, je m'excuse. Moi, je me suis toujours demandé où est l'intérêt d'être légal de ces hommes qui se cherchent, qui ont des problèmes. Donc le problème, c'est moins l'égalité aujourd'hui que l'accès à des connaissances qui permettent aux femmes de préserver leur santé, de préserver la santé de leur famille, de préserver leur vie et de faire de telle sorte que nos pays soient des lieux de création de richesses à partir de nos ressources et à partir de nos connaissances. C'est ainsi que nous pouvons conférer davantage d'humanité à notre monde et de dignité aux gens. Louisa? Bravo. Je suis d'accord. Et dans le même temps, il faut reconnaître que des progrès ont été réalisés dans les mouvements des femmes, dans le monde entier. Pour nous, nous avons vu des progrès et l'ampleur de ces progrès est claire quand on voit le nombre de femmes assassinées aujourd'hui. Cet égoïsme dont vous parlez passe aussi par là, par les assassinats de femmes. Nous avons grandi de différentes manières, pas forcément physiquement,
Nous avons grandi dans notre mentalité, dans notre résistance, dans notre activisme, notre militantisme. Et nous avons pris une meilleure conscience de l'horizon que nous souhaitons voir advenir. Et malheureusement, nous sommes tués. Et en général, ce sont les hommes qui nous tuent. Et je vais demander à chaque homme dans cette salle, quel message est-ce que vous voulez transmettre à la postérité? Quel modèle souhaitez-vous incarner et offrir aux jeunes? Pour les hommes de demain, pour les enfants qui grandissent et qui veulent devenir des hommes. Quel modèle est-ce que vous leur donnez? Quelle inspiration est-ce que vous leur donnez? Réfléchissez-y. Parce que dans le monde entier, les hommes tuent les femmes pour leur voler leur liberté d'être elles-mêmes. Et le pire, c'est que nous, on passe 9 mois avec des hommes dans notre ventre. On les nourrit au sein et ensuite, toute leur vie, ils abîment nos corps. C'est ça le plus triste quand on y réfléchit. Moi, je vous pose cette question. Vous, les hommes, quel message est-ce que vous voulez transmettre? Quelle inspiration est-ce que vous voulez laisser aux autres? Réfléchissez-y, repensez-y, réagissez, parce que l'histoire ne va pas vous donner raison. Un jour, nous les femmes, nous serons les seuls et nous allons instaurer le matriarcat d'antan. Nous allons mettre fin à ce patriarcat. Nous savons que nous pouvons nous reproduire sans les hommes. Nous pouvons le faire sans vous. Je ne pensais pas être engagée dans un projet révolutionnaire. Mais je voulais aussi aller plus loin à partir de la question qui a été faite. Il nous reste, là on a dépassé le temps, donc si vous pouvez faire très court pour que Samuel puisse s'exprimer. On n'a plus beaucoup de temps, désolé. Mais on vous écoute, hein, mais c'est vrai que j'ai des contraintes. Oui, bien sûr. Je voulais dire qu'au Brésil, nous avons un gouvernement que nous avons élu avec plus de 500 députés fédéraux. Et seulement une centaine, 106 je crois, sont de notre côté. Et tous les autres sont contre nous. Alors imaginez de devoir gouverner un pays comme cela. Les 400 qui sont contre nous sont ceux qui ont le pouvoir, la main sur la police, sur la loi. Ce sont eux qui commanditent les meurtres. Ce sont eux qui volent les terres. Ce sont eux qui excluent les peuples, qui font assécher la rivière, le fleuve de l'Amazone, qui font mourir les dauphins roses de notre Amazonie. Merci beaucoup. Merci Louisa. Et Samuel, pour conclure, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais vous demander de conclure. Like we don't have much time anymore. Désolé, Samuel, nous n'avons plus beaucoup de temps. Pourriez-vous conclure, s'il vous plaît, assez vite? Vous êtes le producteur du film que nous avons vu et qui a façonné notre conversation. Peut-être que vous souhaitez conclure? Oui. Avant de donner une conclusion rapide, je souhaitais être bref, mais dire que à chaque fois que vous êtes dans un espace de dialogue, pensez aux uns et aux autres. Pensez à vos voisins. Rendons tous ensemble ce monde un monde meilleur pour nous tous et toutes. Faisons de ce monde un endroit idéal pour tous et pour toutes, sur tous les aspects. Merci beaucoup. Merci d'avoir été patient. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons pouvoir partager avec vous encore plus à l'avenir.